Boker Tov, nous sommes le 8 mars 2022, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. La revue de la presse israélienne en direct de nos studios de Jérusalem. Et oui, à Jérusalem, nous retrouvons Daniel Haïk, notre correspondant, et nous allons revenir bien sûr sur le conflit en Ukraine avec vous, Daniel, mais nous ouvrons cette revue de la presse par l'hommage aux femmes que nous offre ce matin le Yediot Aharonot en manchette. Effectivement, Ilana, le grand quotidien israélien consacre la moitié de sa première page à la journée internationale de la femme qui tombe aujourd'hui, vous le savez probablement. Il nous montre en photo les femmes israéliennes de l'année et nous invite à participer aujourd'hui à la Convention nationale des femmes israéliennes que le Yediot organise donc aujourd'hui en présence de Michal Herzog, l'épouse du président Herzog, de Yael Arad, la présidente du comité olympique israélien, de Linoy Ashram, la célèbre gymnaste championne olympique à Tokyo, la journaliste arabe israélienne Lucy Harish et la chanteuse Shiri Maimon, ainsi que la rabbine Malka Pietrokowski. En page 2, le Yediot Aharonot nous livre des extraits de plusieurs éditoriaux féminins, si l'on peut dire, à l'occasion de cette journée. Des éditoriaux qui se focalisent sur la discrimination salariale dont souffrent les femmes israéliennes. Et oui, Dana, sachez-le, le salaire des femmes israéliennes est en moyenne inférieur d'un tiers à celui des hommes en Israël. Hadar Gilad déplore que les 2 années de pandémie n'aient pas permis de combler les fossés d'inégalité entre hommes et femmes en Israël. Et Mirav Batito écrit que l'israélienne moyenne de 2022 n'est plus prête à souffrir de ces inégalités. Ren Artisror déplore que cette journée internationale de la femme soit devenue une fête de plus de consommation et elle réclame que cette journée soit mise à profit pour lutter contre les inégalités dont les femmes souffrent dans la société israélienne. Rotem Yitzhak écrit elle une lettre à sa fille dans laquelle elle émet l'espoir que lorsque celle-ci sera adulte, il ne sera plus nécessaire de célébrer de journée internationale de la femme. À noter que la double page d'éditoriaux du Israël Hayom est également consacrée intégralement à la journée de la femme et à des appels à plus d'égalité là aussi entre hommes et femmes en Israël. Le rabbin Globerman du mouvement Lubavitch en Israël écrit dans cette double page que dans le judaïsme, chaque jour est la journée de la femme. Ceci étant, la seconde partie de la une du Yediot et une partie de la première page du Israël Hayom reste consacrée ce matin encore à la guerre en Ukraine. Et oui, effectivement, avec ce matin encore une photo incroyable, celle de milliers de réfugiés ukrainiens qui tentent de monter à bord d'un train dans la gare de Kharkiv qui est régulièrement bombardée par l'armée russe. Une armée russe qui s'approche également de Kiev et commence à encercler la capitale ukrainienne à l'un de ses blindés, titre le Yediot. À l'intérieur de la capitale, Ron Ben Ishai, le vétéran des correspondants de guerre israélien pour le Yediot, décrit les habitants de Kiev qui se préparent au combat contre l'envahisseur russe. Pour Ben Ishai, l'armée russe œuvre conformément à la fameuse doctrine soviétique, à savoir des bombardements pour faire fuir les habitants et seulement ensuite une entrée dans la ville. Et le Yediot Aharonot cite le président Zelensky qui affirme « Nous sommes comme dans une situation comparable à celle des combattants du ghetto de Varsovie pendant la Seconde Guerre mondiale ». Le Israël Hayom aussi souligne que ce sont des citoyens ukrainiens qui font les frais de cette guerre et justement pour venir en aide aux réfugiés, le quotidien nous montre les premières photos de l'hôpital de campagne qu'Israël va envoyer dans les tout prochains jours à l'intérieur du territoire ukrainien. En marge, l'ambassadeur d'Ukraine en Israël a demandé hier à l'État hébreu de lui fournir des casques et des gilets pare-balles. Pour l'instant, une requête qui a été repoussée par les dirigeants israéliens. Quant au chef de la diplomatie ukrainienne, Dimitro Kolba, il s'en est pris hier à la compagnie israélienne El Al qui, selon lui, ne respecte pas les sanctions imposées par l'Occident à la Russie et, je le cite, préfère faire de l'argent gorgé de sang ukrainien. Fin de citation. Et puis on se penche à présent sur ce qu'écrivent les éditorialistes à propos des derniers développements dans ce conflit. Oui, Amnon Lord écrit ce matin dans le Israël Hayom qu'il ne faut absolument pas qu'Israël devienne, au travers de la médiation de Naftali Bennett, l'instrument manipulateur de Vladimir Poutine. L'éditorialiste central du Haaretz déplore que le Premier ministre Bennett n'en fasse pas plus pour accueillir plus de réfugiés ukrainiens, en particulier des réfugiés non juifs. Sema Darperi, elle, évoque dans le Yediot Aharonot un angle dont on n'a pas encore parlé depuis le début de la crise en Israël, celui de la position du monde arabe. Elle souligne que beaucoup d'habitants des pays arabes se sont installés en Ukraine au cours des 20 dernières années. Ils tentent actuellement de s'en échapper, bien entendu. Sema Darperi souligne qu'aujourd'hui encore, de nombreux pays de la Ligue arabe entretiennent des relations privilégiées avec la Russie de Vladimir Poutine.
Et puis la une du Israël Hayom, elle insiste sur une véritable incohérence mise en évidence par l'ancien vice-président américain Mike Pence. Oui, effectivement, Mike Pence est en Israël. Il a accordé une interview exclusive au Israël Hayom dans laquelle il affirme Poutine commet des crimes de guerre et pourtant l'administration Biden continue à négocier à ses côtés un accord sur le nucléaire iranien à Vienne. C'est incroyable, affirme l'ancien vice-président américain. Le mari, lui, se contente de mentionner l'optimisme de la Maison-Blanche. Nous approchons d'un accord sur le nucléaire à Vienne. Nous sommes entièrement coordonnés avec les Russes. Et dans ce contexte, justement, les quotidiens et les sites d'information israéliens mentionnent la rencontre d'hier à Riga entre le secrétaire d'État américain Anthony Blinken et le ministre des Affaires étrangères israélien Yair Lapid. Rencontre au cours de laquelle Blinken a pour la première fois salué publiquement l'initiative de médiation d'Israël. Nous apprécions beaucoup l'aide de nos alliés dans la recherche d'un arrêt des combats, a-t-il affirmé. Et en marge de cette intense activité sur le front ukrainien, les médias et quotidiens israéliens n'oublient pas la visite du président Yitzhak Herzog demain en Turquie. Et oui, c'est une visite importante qui pourrait sceller la réconciliation entre Israël et la Turquie après plus de 10 années de crise aiguë. Oded Granon, le spécialiste du dossier du monde arabe dans le Israël Hayom, demande dans son journal aux dirigeants israéliens de ne pas sombrer dans la naïveté. Ne nous faisons pas d'illusions, Erdogan n'est pas devenu un ami d'Israël. Certes, nous pouvons serrer la main qu'il a tendue, mais surtout ne pas croire que l'islamiste intégriste est devenu en quelques jours un amant de Sion ou que le supporter inconditionnel du Hamas, Erdogan, soit devenu un véritable ami de l'État d'Israël. S'il se rapproche d'Israël, c'est uniquement parce qu'il est en situation de détresse politique et économique, écrit Granot. Et puis nous terminons cette revue de la presse, Daniel, par la situation sécuritaire à Jérusalem et en Samarie qui paraît être de plus en plus précaire. Oui, après l'attentat d'avant-hier en vieille ville de Jérusalem, un Palestinien a tenté hier de poignarder des passants israéliens dans le chouk de la vieille ville de Jérusalem. Il sortait de l'esplanade du mont du Temple. Il a été neutralisé par des gardes frontières. Et en soirée, on a enregistré une tentative d'attaque à la voiture bélier contre des gardes frontières qui patrouillaient en voiture dans le village de Silat al-Kharitia dans le nord du Shomron de la Samarie. Cette tension est en première page du Israël Hayom qui parle d'un retour possible de ce que l'on a appelé le terrorisme des couteaux.